Salut à toutes et à tous, bienvenue aux médias. Ce soir on parle des gilets jaunes, d'une nouvelle méthode pour se compter que certains d'entre eux ont mis en place. On parle aussi des stylos rouges avec un sujet réalisé par un correspondant citoyen Thibaut Sens avec l'aide d'un de nos journalistes, Romain Madoud. On va aussi parler d'un documentaire exclusif du média sur le don du sang que nous diffusons demain mais dont on vous dévoile dès ce soir quelques éléments. Restez avec nous jusqu'au bout pour l'autre interview. Virginie Crécy reçoit Thomas Porte de la CGT Cheminot pour parler de sa confédération et du mouvement des gilets jaunes. Avez-vous entendu parler du Nombre jaune ? C'est une nouvelle page Facebook qui vise à recenser les manifestants gilets jaunes à travers la France pour chaque acte de la contestation. Ils utilisent une nouvelle méthode et Yanis Mamdi a reçu aux médias Pascal, l'un des administrateurs de la page. Il nous explique comment ils procèdent face cam. Je m'appelle Pascal, j'ai 38 ans, je suis enseignant et je suis administrateur de la page Le Nombre jaune. Alors, le nombre jaune s'occupe donc du comptage à partir de plusieurs informations que l'on recoupe. Donc nous avons des référents dans chaque département. Ces référents nous font remonter donc, des chiffrages, soit parce que les personnes sont sur place, comptent au début de la manifestation, se placent au début, et sur toute la longueur, soit par rangée, soit un par un avec un bip. Ils nous remontent un comptage assez précis. Il y a aussi les photos et les vidéos qu'ils peuvent faire. Nous nous appuyons également sur la presse locale, qui donne effectivement des chiffres sur des départements dont on parle moins, des villes dont on parle moins, des petites villes même également. Lorsqu'il y a 10 personnes sur un rond-point, eh bien on essaie aussi de les remonter. On comptabilise vraiment l'ensemble. Alors on ne connaît pas la technique employée par le ministère de l'Intérieur. Il est certain qu'ils doivent principalement s'appuyer sur les très grandes villes, moins sur les villes moyennes ou encore moins les petites villes ou les ronds-points. Même sur les grandes villes, on arrive aussi à des chiffres qui sont différents. Les remontées, les vidéos, les photos prouvent bien que le nombre de manifestants est beaucoup plus important, parfois 2 fois, parfois un peu moins. On essaie quand même d'être le plus objectif possible, évidemment. On n'a pas des chiffres comme pour les manifestations encadrées par des syndicats où ça peut être 10 fois supérieur à ce que le ministère de l'Intérieur donne. On reste dans un 2 à 3 fois plus de manifestants que ce que le ministère de l'Intérieur nous donne. Parce qu'il est important pour la crédibilité du mouvement, sachant que le ministère de l'Intérieur est le seul à donner un chiffre. C'est une bataille d'images, c'est une bataille d'idées, mais c'est aussi une bataille de chiffres sur laquelle il n'y a qu'un candidat, qu'une personne qui s'exprime. Il est important qu'on puisse nous aussi apporter un chiffrage cohérent. Non, au contraire. Donc, avec l'acte 7, il y avait effectivement, nous, de notre compte, 123 000 manifestants contre 50 000 pour le ministère de l'Intérieur. Ça a augmenté à nouveau sur l'acte 8 et sur l'acte 9, puisqu'on est monté, nous, à 159 000 manifestants contre 82 000 ou 4 000 pour le ministère de l'Intérieur. C'est une forte reprise du mouvement et il est probable que ça continue. En tout cas, on est là pour les compter et on compte sur nous pour compter. On va continuer à parler des gilets jaunes avec toi, Irving, ou plutôt de la réponse qu'ils ont reçue de la part du gouvernement et des forces de l'ordre. Commençons par parler de la réponse de l'Élysée, du grand débat et de la lettre aux Français. Eh bien oui, c'est un peu la thématique du moment, ce fameux grand débat, ce prétendu grand débat devrais-je plutôt dire, parce que vous avez peut-être entendu le gouvernement dire un peu tout et son contraire depuis quelques jours. Les 4 grands axes devaient tout d'abord être la transition écologique, la démocratie, la citoyenneté et l'immigration, regroupant les deux, et la fiscalité. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a clairement mis l'accent sur l'immigration, laissant entendre que l'ISF et le CICE ne seraient pas discutés. Je vous avais déjà dit ça la semaine dernière, évoquant aussi le fait que Bruno Le Maire fermait la porte à la taxe d'habitation. Pourtant, l'Association des maires ruraux de France a ouvert le 8 décembre dernier un cahier pour y recueillir les doléances de leurs concitoyens. Et quels sont les thèmes qui sont arrivés en tête ? Eh bien, il s'agit de la justice sociale et de la justice fiscale. Et de quoi parlent plus précisément les personnes qui se sont exprimées dans ces cahiers ? L'augmentation du SMIC, l'augmentation des pensions de retraite, suppression du CICE, rétablissement de l'ISF, indexation du pouvoir d'achat sur l'inflation. L'immigration et l'islam, n'en déplaise à Manuel Valls
ou au Rassemblement national ne sont abordés que très marginalement. À croire que le gouvernement d'Emmanuel Macron, quant à lui, fait exprès de viser à côté à chaque allocution télévisée. Et cela ne va effectivement pas arranger son cas puisque sa visite à Grand-Bourteroulde, petite commune normande, a été annoncée sous haute tension et des restrictions importantes de circulation sont à prévoir. C'est en tout cas ce que nous apprennent nos confrères de France Soir. Pire, les gendarmes auraient reçu l'ordre d'exiger que les personnes portant un gilet jaune le retirent. Un refus d'obtempérer serait passible de 135 € d'amende. Puis il y a une autre réponse, celle de la répression. Oui, les images ont fait le tour de la toile ce week-end, celle du gilet jaune victime d'un tir de flashball en pleine tête samedi à Bordeaux. Selon les informations révélées par le quotidien Sud-Ouest, il s'agissait d'Olivier Béziade, pompier volontaire et père de 3 enfants. Il était venu manifester comme citoyen et a donc été gravement blessé à la tête par ce tir de flashball. Toujours selon Sud-Ouest, le blessé aura été opéré d'urgence pour une hémorragie cérébrale et placé sous coma artificiel. Interrogée par le quotidien régional, l'épouse d'Olivier Béziade confie que les médecins se seraient montrés rassurants. On a également appris que le préfet de Gironde et le parquet avaient saisi l'IGPN pour demander une enquête pénale. Selon le collectif Désarmons-les, engagé contre les violences policières relayées par 20 minutes, 2000 à 3000 blessés, dont 82 graves, seraient à déplorer depuis le 17 novembre, début du mouvement, en incluant que les blessés dus aux forces de l'ordre, précise le collectif. Le ministère de l'Intérieur table quant à lui sur 1700 blessés. Bien, merci Irving. Samedi dernier, un socio, Thibaut Sens, qui est un de nos correspondants citoyens parmi les plus assidus, s'est rendu au rassemblement des stylos rouges devant le lycée Henri IV à Paris. Les stylos rouges réclament une hausse de leur salaire et une plus grande considération, comme le mouvement des Gilets jaunes. La contestation des stylos rouges naît en dehors des syndicats. Écoutez-les, un sujet de Thibaut avec l'aide de notre journaliste Romain Madoud. Ce matin, nous sommes devant Henri IV. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai été élève à Henri IV. Et j'ai été élève à Henri IV presque en même temps que M. Macron. Et il se trouve que quand on sort d'Henri IV, on peut faire comme M. Macron, c'est-à-dire aller gagner 3 millions en 1 an et demi chez Rothschild, tout simplement parce qu'on a des compétences particulières, en disant ensuite qu'on paye beaucoup d'impôts. Mais on peut aussi, pour le coup, être enseignant auprès du terrain, auprès des vrais gens, et avoir pour premier salaire 1 380 € quand on a payé sa mutuelle. Les gilets jaunes inspirent. C'est au tour des stylos rouges d'entrer dans la contestation. Déjà plus de 60 000 professionnels de l'éducation en colère ont rejoint le mouvement sur Facebook. Et pour faire entendre leurs revendications, ils ont défilé samedi 12 janvier. La première des choses, notre première revendication, ce sont les salaires. On a perdu, nous, 40% de notre pouvoir d'achat en 40 ans. Donc nous demandons 40% d'augmentation. La deuxième chose, c'est l'abrogation de la journée de carence, qui est en fait un impôt déguisé. Quand on est malade 2 fois, 3 fois dans l'année, concrètement, à la fin de l'année, on a une taxe d'habitation en plus qui nous a été retirée sur nos fiches de paye. Bref, nos salaires baissent sans arrêt depuis des années. Donc nous demandons ce rattrapage de 40%. Dans toutes les régions, un même droit. Nous, les stylos rouges, nous ne sommes absolument pas contre nos syndicats. Il faut comprendre que c'est un mouvement parallèle. C'est un mouvement finalement qui fédère l'ensemble des syndicats et nous attendons à ce qu'ils soient derrière nous. La deuxième chose, c'est qu'il fédère aussi des gens qui ne sont plus syndiqués, des gens parfois qui ne l'ont jamais été. Et ça, pour le coup, c'est une grande première. À Créteil, mercredi, il y avait dans la salle les états-majors de nos syndicats, il y avait des syndiqués, il y avait d'anciens syndiqués, il y avait des non-syndiqués. Et tous ces gens étaient rassemblés pour notre manifeste, pour être d'accord sur l'augmentation massive de nos salaires de 40% et sur le fait de reprendre en main notre métier enseignant, c'est-à-dire aussi d'être suivi par notre hiérarchie, de mettre fin justement à pas de vague, de mettre fin à l'omerta de notre hiérarchie à tous les stades, du chef d'établissement du secondaire à l'inspecteur d'académie, au ministre qui systématiquement considère qu'un professeur en difficulté est un professeur qui a des problèmes personnels. Mais les stylos rouges ne regroupent pas seulement des enseignants. Ils rassemblent tous les personnels précaires de l'éducation. Je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap. On est présent avec les stylos rouges à travers nos collectifs d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. On touche 600 balles par mois. On fait 6 ans de CDD. Je pense qu'on est représentatif des plus précaires dans l'éducation nationale. À l'image des gilets jaunes, les stylos rouges dénoncent un système sclérosé, incapable d'entendre leurs cris d'alarme. Les enseignants ont un profond malaise et ne peuvent pas toujours s'exprimer, ne sont pas toujours défendus
quand ils ont des soucis. Et donc là, nous essayons de faire en sorte que enfin nous soyons entendus et écoutés. Les syndicats sont là, ils nous soutiennent, ils nous aident, mais on n'appartient pas à un groupe de syndicats. On se bat pour nous les enseignants, mais on se bat surtout pour les élèves qui ne peuvent pas travailler dans des bonnes conditions et qui sont les adultes de demain. Les stylos rouges ne comptent pas en rester là. Une nouvelle assemblée générale est prévue mercredi 16 janvier à 17h à la maison des syndicats de Créteil. On reste dans l'actualité avec Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien acquitté par la CPI, la Cour pénale internationale. Il était en détention depuis plus de 7 ans et il va retrouver la liberté. Théophile Kouamouo a écrit un article sur le site du Mediapresse que je vous invite à lire. Il est intitulé « Camouflé pour la CPI, discrédite pour la France ». Ce procès voulu par la France devait légitimer les choix diplomatiques de Paris dans la crise en Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc sur le mediapresse.fr pour en savoir plus. Demain, vous retrouverez après l'autre 20h un documentaire de Yanis Mamdi intitulé « Don du sang vers un nouveau scandale ». Le média est très fier de vous présenter ce document exclusif. Je vous propose de visionner un teaser. Donner son sang. Une démarche noble, altruiste. Mais pour sauver des vies, le plus admirable, c'est d'aller jusqu'à donner son plasma ou ses plaquettes. Problème. Ce geste présenterait un risque toxique. Au cœur du dysfonctionnement, des machines de la société américaine Haemonetics qui équipent encore aujourd'hui les établissements français du sang. Et il y a potentiellement un risque d'entrée d'air dans le circuit et une contamination bactériologique. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une culture du silence dans l'établissement français du sang. Derrière, il y a des patients, il y a des donneurs, il y a un problème de sécurité sanitaire grave. Et là, vous vous dites qu'il y a forcément un problème au plus haut niveau. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que les machines Haemonetics produiraient des microparticules potentiellement cancérogènes. Que les autorités sanitaires françaises tardaient à prendre la mesure du problème. Et que la multinationale américaine Haemonetics, déjà au cœur du scandale du sang contaminé dans les années 80, continuait de prospérer en France. Haemonetics is committed to advancing the safety, quality, and availability of the world's blood supply, from the arm of the donor to the arm of the patient. Opacité, business, lanceur d'alerte écarté. Tout au long de notre enquête, nous avons sollicité la multinationale américaine et les autorités sanitaires françaises. Mais bizarrement, personne n'a accepté de nous parler. On a fait juste une vidéo dans un centre, mais on n'a pas eu de réponse des dirigeants, monsieur. Donc on est transparent. C'est la fin de cette autre 20h. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de partager nos contenus. N'hésitez pas à commenter notre travail. Faites connaître le média autour de vous. Tout de suite, une autre interview. Virginie Crécy reçoit Thomas Porte, porte-parole de la CGT Cheminots. Quelle est la position de la CGT par rapport aux Gilets jaunes? Pourquoi Philippe Martinez, secrétaire général, vivement critiqué pour ses prises de position, reste si timide face à ce mouvement? Écoutez sa réponse. Et bonne soirée.